Chapitre 1. La fête du jardin à Willowbrook. Le soleil brillait d'un éclat doré sur la place du village de Willowbrook. Ce genre de soleil qui semble déterminé à flatter même les fleurs et les visages les plus ordinaires. Des stands étaient disposés en rangées joyeuses, confitures maison dans des bocaux en verre scintillant, paquets de gâteaux aux graines emballés dans du papier, chauffe-théières tricotées et tirages au sort promettant des délices comme une corbeille de fruits, ou, pour les plus audacieux, une bouteille de xérès. Les enfants s'agitaient, les doigts collants, serrant des pommes d'amour, tandis que leurs mères discutaient en petits groupes, un œil sur leur progéniture et l'autre sur le déroulement de l'après-midi. Miss Jane Marple, silhouette gracile vêtue d'une robe d'été bleu pâle et coiffée d'un chapeau de paille au ruban délavé, était assise à l'ombre d'un châtaignier, observant l'agitation avec son intérêt habituel. Elle n'était pas, par nature, une femme qui cherchait à être au centre des événements, mais elle possédait ce don rare d'observer sans en avoir l'air. On parlait librement en sa présence, et elle avait appris depuis longtemps qu'on pouvait comprendre une grande partie du caractère humain à partir de la moindre remarque, du moindre geste. Je dois dire, remarqua Madame Penelope Hargreaves, passant précipitamment avec un panier rempli de billets de tombola, que je n'ai jamais vu une telle affluence. Willowbrook est peut-être une petite ville, mais nous savons soutenir une bonne cause. Une aide pour le toit de l'église, je crois, demanda Miss Marple d'un ton doux, les yeux pétillants. En effet, Miss Marple, le pauvre révérend Lasset est complètement hors de lui avec les fuites ces derniers mois. On s'en occupera avant l'hiver, croyez-moi. Madame Hargreaves continua son allure, laissant derrière elle un léger parfum de lavande et des ragots non exprimés. La fête se poursuivit dans un désordre agréable. Un tir à la corde faisait rage près de l'étang, les hommes du village s'affrontant dans une rivalité amicale, tandis qu'un groupe de jeunes filles jugeait le meilleur gâteau éponge. C'était le genre de journée où rien de plus grave qu'une guêpe dans la confiture ne semblait susceptible de troubler la paix. Pourtant, quelque chose la perturbait. Tout commença brusquement. Une petite foule se rassembla près de la tente où l'on vendait des livres d'occasion, leurs murmures se transformant en cris d'alarme. Miss Marple, bien qu'âgée, se leva avec une rapidité surprenante et se dirigea vers le tumulte, ses mains impeccables serrant fermement son sac à main. À l'intérieur de la tente, sur un rocking-chair en bois disposé pour le confort des promeneurs fatigués, était assis le colonel Arthur Redmayne. La tête légèrement renversée en arrière, les yeux clos, un léger sourire aux lèvres, comme s'il s'était endormi de contentement. Mais le fauteuil se balança doucement d'elle-même, et il fut immédiatement évident, du moins au regard perçant de Miss Marple, que le colonel Redmayne ne dormait pas. Il était mort. Un silence s'abattit sur la tente. Quelqu'un haleta. Un autre murmura une prière. Madame Lestrange, la femme du docteur, s'écria d'une voix stridente qu'il fallait aller chercher son mari au plus vite. Un jeune homme s'enfuit en courant, tandis que d'autres restaient plantés là, incrédules. Seule Miss Marple semblait calme. Elle s'approcha, son regard scrutant les détails. Le livre à moitié lu glissant des genoux du colonel, la tasse de thé à côté de lui encore légèrement liquide, la façon particulière dont ses doigts agrippaient la coudoir, et ce fauteuil à bascule qui bougeait si faiblement, comme s'il était agité par une main invisible. Quelques minutes plus tard, le docteur Lestrange arriva, son sac serré contre lui, l'air grave. Il se pencha sur le colonel, procéda à un bref examen et secoua la tête. « J'ai bien peur, » dit-il d'un ton calme et définitif, « que le colonel Redmayne soit décédé. » Aussitôt, les spéculations se sont enflammées parmi les villageois. « Une crise cardiaque, sans aucun doute, » a déclaré quelqu'un. « Il avait si bonne mine ce matin, » s'écria Madame Hargreaves. « Peut-être la chaleur, » proposa un autre. Miss Marple ne dit rien. Elle se tenait un peu à l'écart, le regard pensif, comme si elle avait remarqué un détail que d'autres avaient négligé. Car elle avait en effet remarqué quelque chose de curieux, la plus légère tache sur le bord de la tasse de thé du colonel et l'immobilité anormale de son visage. Non pas la sérénité d'un homme pris à la légère, mais plutôt la rigidité d'un homme revendiqué rapidement, peut-être violemment.
et Miss Marple, qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie tranquille, comprit immédiatement que cette mort ne s'expliquerait pas aussi facilement que par la chaleur du soleil ou la fragilité d'un vieux cœur. Alors que le fauteuil à bascule s'immobilisait enfin, un frisson sembla se propager dans l'air chaud de l'été. La fête, autrefois si pleine de rire, était devenue le décor d'un mystère. Et Miss Marple, avec ses yeux calmes et oiseaux, comprit qu'à Willowbrook, sous le charme et le bavardage, des vérités plus sombres attendaient d'être découvertes. Chapitre 2. Murmure sous les banderoles. La fête ne prit pas fin, elle se dégonfla, tel un ballon d'enfant piqué par une épingle. Les guirlandes flottaient encore, la confiture brillait encore dans ses prisons de verre, et les rosaces en papier des gâteaux primés gardaient leur place triomphale. Pourtant, les rires disparurent aussitôt, laissant place à un silence curieux et anxieux. Les gens parlaient à voix basse et échangeaient des regards rapides. La place du village, scène de réjouissance, moins d'une demi-heure auparavant, était devenue un couloir de murmures. L'agent Pritchard, un jeune homme large d'esprit, à l'oreille attentive et au carnet tout neuf, s'était installé près de la tente des livres et s'efforçait, non sans une certaine gêne, de former un cordon de chaises et de tréteaux renversés. « Personne à l'intérieur, s'il vous plaît », déclara-t-il avec une autorité qui lui parut incertaine. « Interdiction de toucher à quoi que ce soit. Le docteur Lestrange l'a dit. »« bien sûr, l'apaisa le révérend Lasset, voletant comme une colombe inquiète. C'était un homme bienveillant dont la compassion dépassait celle de ses manches, qui claquaient à chaque mouvement. Il faut tous être raisonnables. Madame Hargreaves l'était hier. Cela vous dérangerait-il terriblement? Et il faudrait ramener les petits à la maison. Madame Hargreaves, qui n'avait jamais éprouvé de gêne de sa vie, aborda la situation d'un air expérimenté. Vous avez entendu le révérend. Commencez à ranger, mais doucement. Et Mindy, arrête de pleurer. Personne ne t'en veut d'avoir renversé la limonade tout à l'heure. Elle jeta un regard déterminé à Miss Marple, qui avait repris sa place sous le châtaignier. Miss Marple, ma chère, vous devriez vous asseoir. C'est à mettre les nerfs à rude épreuve. Merci, Madame Hargreaves. Je me sens parfaitement bien, dit Mademoiselle Marple, et c'était vrai. Elle n'était pas apaisée au sens où elle était apaisée, car son esprit était occupé, mais elle possédait cette sérénité qui naît d'une longue connaissance des bizarreries du comportement humain. Ses yeux, doux et bleus, observaient et se souvenaient. De là où elle était assise, elle pouvait voir l'ouverture de la tente à livres. Le fauteuil à bascule, ordinaire, cabossé, le vernis pâle des accoudoirs, était maintenant légèrement écarté, le drap qui avait recouvert le corps du colonel tombant avec une propreté irréprochable qui suggérait la main de Madame Lestrange. Un plateau à thé était posé sur une caisse à côté, 2 tasses, une soucoupe peu profonde dont le bord manquait d'un coin, une petite assiette ornée du fantôme d'un gâteau de graines, et une cuillère à café posée à la hâte, formant maintenant une diagonale brillante sur le tissu. Au bord de la tente, Ivy Cull, l'une des servantes du pub Hare and Lantern, se tordait les mains et reniflait. Elle avait été affectée à la journée pour porter les tasses et couper les gâteaux, et on aurait dit qu'elle s'attendait à être arrêtée pour meurtre à tout moment. Miss Marple lui faisait signe avec une douceur capable d'arracher la vérité à n'importe quel cœur anxieux. « Tu servais du thé, ma chère ?»« Oui, mademoiselle, Mademoiselle Marple, sauf que je ne lui ai pas donné celle-là. » Lâcha Ivy, les yeux écarquillés. « Pardon, mais je ne l'ai pas fait. Le colonel, je veux dire. J'apportais une tasse à Madame Jeffers, sans lait, avec un peu de sucre. Elle dit toujours qu'elle ne fait pas confiance au lait quand il est au lait. Et puis Monsieur Finch, le monsieur de Marlécombe qui tient la brocante, dit que le colonel a l'air prêt pour son thé. Et il prend la tasse de mon plateau, comme ça, et... Eh bien, je n'y ai pas vu de mal, hein. Monsieur Finch. » Le ton de Miss Marple était presque interrogateur. « Le libraire, mademoiselle. Il a prêté la tente et il est entré et sorti toute la journée. Il a dit que le colonel s'était assis pour se reposer et qu'une tasse de thé ne faisait jamais de mal, dit-il. » Elle déglutit. « Mais je n'ai pas vu le colonel la boire. Seulement après.
J'étais près de la confiture de prunes, et Madame Hargreaves m'a dit d'aller chercher d'autres cuillères, car Madame Jeffers a dit que quelqu'un en avait léché une. Je suis sûr que personne ne l'a fait, mademoiselle. Et puis les gens ont crié. Merci, Ivy. Le sourire de Miss Marple était de ceux qui ramènent doucement une personne à sa taille normale. Va prendre un verre d'eau, pas trop froide, ajouta-t-elle, comme à sa petite fille. Le nom de M. Finch flottait dans la brise, entendu et répété par une bouche, puis par une autre. Miss Marple avait remarqué l'homme plus tôt, grand, mince, coiffé d'un chapeau qu'il portait comme si les chapeaux étaient dépassés de mode, et il approuvait plutôt sa décision. Des manières polies, une habitude de jeter des coups d'œil en coin, le genre de personne, pensait souvent Miss Marple, capable de vivre toute sa vie derrière une toux polie. Il se tenait maintenant aux côtés de l'agent Pritchard, expliquant son lien avec la tente et la chaise. « De ma boutique, oui, agent. Le comité paroissial m'a demandé si j'avais quelque chose d'utile, et j'ai répondu que je serais ravi de prêter ce que je pouvais. La chaise. Eh bien, il y a toujours une chaise dans une librairie, n'est-ce pas? Les gens s'imaginent qu'ils vont rester assis à lire pendant des heures. Ce n'est jamais le cas, mais cela crée une certaine atmosphère. Et la chaise a basculé, intervint Madame Lestrange avec un frisson de théâtralité qu'elle n'avait peut-être pas voulu. Elle a basculé toute seule. Je l'ai vue. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mi-excusée, mi-excitée. C'était étrange. C'est une tente, dit M. Finch d'un ton léger. La brise souffle sur la toile, créant un courant d'air. Il n'y a pas de mystère en physique, Madame Lestrange. Non, répondit Miss Marple d'une voix si douce que seuls les plus proches l'entendirent. Pas en physique, peut-être. Le révérend Lasset, après avoir veillé à l'enlèvement des enfants et à la décoration des gâteaux, s'approcha avec la profonde détresse d'un homme contraint de faire des calculs lors d'un enterrement. « Monsieur Finch, nous vous sommes très reconnaissants pour votre contribution aujourd'hui, sincèrement, et je suis sûr que le gendarme n'aura que quelques questions pratiques à poser. Mademoiselle Marple, vous avez le don, je l'ai toujours pensé, de trouver du sens là où il n'y en a pas. Je n'aime pas vous déranger, mais... » « Vous ne me dérangez pas le moins du monde, » dit Miss Marple. « Le colonel Redmayne, il vivait encore à Fern Lodge, je crois. Sa nièce vit avec lui, » expliqua le révérend. « Mademoiselle Lydia Redmayne, une jeune femme dévouée. Elle a organisé le stand de fleurs ce matin. Oh là là, elle va être bouleversée. » Il s'essuya le front. Le colonel Redmayne était un fervent défenseur de la paroisse. Parfois, et ici le regard du révérend s'assombrit momentanément au souvenir, il avait des opinions un peu tranchées sur les comités. « Fort, » répéta Madame Hargreaves, comme si une pensée l'avait poussé à l'action. « C'est un mot, révérend. » Il a fait part de ses sentiments à M. Harold Finch, sans lien de parenté avec le libraire, mardi dernier au sujet du fonds commémoratif. « Le fonds commémoratif » répéta Miss Marple, comme si elle goûtait une recette. « Les nouvelles plaques, » expliqua Madame Hargreaves. « Monsieur Harold Finch est trésorier, et il y avait des doutes sur l'estimation du tailleur de pierre. Le colonel Redmayne a dit qu'il ne permettrait pas que la mémoire des morts soit traitée comme un objet à troquer sur un étal. Il pourrait être très... » Elle jeta un coup d'œil vers la tente et s'adoucit. « Passionné. » Les hommes passionnés, songea Miss Marple, laissent souvent derrière eux des papiers bien rangés. Qui a servi le thé cet après-midi, Madame Hargreaves? Eh bien, Ivy et moi, dit Madame Hargreaves. L'urne était capricieuse, et j'ai dit à Ivy d'aller chercher le deuxième pot quand le premier commencerait à couler. Et, tiens, j'ai bien dit à M. Finch qu'il ne fallait pas voler les tasses sur le plateau. Cela crée de la confusion. « Deux théières, » répéta Miss Marple. Son attention se posa brièvement sur le plateau, la distance rendant son regard précis. Deux tasses, immobiles, même si une seule portait la légère ombre du thé autour du bord en porcelaine. L'autre était immaculée, comme lavée. La soucoupe au coin ébréchée. Elle pensa à des mains qui choisiraient une soucoupe entière plutôt qu'une cassée, même dans la précipitation. Le colonel Redmayne était un homme vieillot et exigeant, se souvenait-elle. Un homme qui portait sa cravate régimentaire le dimanche
et se lever lorsqu'une dame entrait dans une pièce. Ces hommes préféraient le citron au lait et détestaient une soucoupe ébréchée comme ils détestaient un salut négligé. Un frémissement parcourut la foule de ceux qui annoncent l'arrivée de personnalités importantes. Mademoiselle Lydia Redmayne traversa l'herbe d'un pas rapide et assuré qui contrastait avec son visage pâle. Elle avait peut-être 28 ans, les cheveux noirs et une compétence qui donnait une impression d'ordre, même au milieu du chagrin. Madame Bream, la gouvernante du colonel, suivait, voltant comme une poule qui a perdu son coin habituel dans la cour. « Révérend, Madame Hargreaves, Mademoiselle Marple », dit Lydia en leur prenant la main à tour de rôle, d'une voix basse et posée. « Le docteur Lestrange me l'a dit. S'il vous plaît, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Il allait bien quand il a quitté la maison. Il s'est moqué du rouge-gorge sur le banc du jardin. Je lui ai demandé de ne pas trop se fatiguer. Il a dit qu'une fête ne demandait que des efforts moraux. Il s'est assis sous la tente des livres, ma chère, dit doucement le révérend Lasset. Il a bu une tasse de thé. Et puis il est mort, conclut Lydia. Elle regarda derrière eux l'entrée pâle de la tente, et un tremblement lui parcourut les lèvres. Pardonnez-moi, il aurait préféré que je sois pragmatique. Elle prit une inspiration. Il faut des arrangements. Et la police. Pour l'instant, il n'y a que l'agent Pritchard, murmura Madame Hargreaves, comme si c'était à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais je m'attends à ce que l'inspecteur de St. Mary Mead soit convoqué. Lydia hocha la tête, et Miss Marple crut y déceler non pas de la résignation, mais de la disponibilité. C'était un détail, et Miss Marple avait consacré sa vie à étudier silencieusement une telle petitesse. Le regard de la jeune femme se porta sur la chaise. « Le colonel détestait ce genre de chaise, » dit Lydia de manière inattendue. « Elle grince. Il disait qu'un rocking-chair faisait perdre autant de temps qu'un robinet qui fuit. Je ne comprends pas pourquoi il s'y serait assis. »« La fatigue fait de nombreuses petites concessions, » a déclaré Miss Marple. Le regard de Lydia se détourna. « Peut-être. Il s'est plaint aussi du nouveau thé de Fern Lodge. Madame Bream en a commandé un autre la semaine dernière, le trouvant économique. Il a dit qu'il était amer. Je lui ai conseillé d'utiliser l'ancienne marque pour le thé de fête d'aujourd'hui, parce que les gens le remarquent. Mais c'est idiot de ma part de le mentionner maintenant. » Elle s'interrompit et une rougeur lui monta au visage. « Je parle de thé pendant... Le thé est un bon début, » dit Miss Marple si gentiment que la chaleur s'évapora des joues de la jeune femme. « Qui l'a préparé ici ?»« Madame Hargreaves et Ivy, » répondit Lydia, retrouvant son calme. « J'ai envoyé quelques-unes de nos tranches de citron. Le colonel préférait le citron au lait, et j'ai pensé que d'autres feraient de même. » Elle regarda autour d'elle comme pour les retrouver parmi les débris de l'après-midi. « Je ne vois pas le... petit plat. » Madame Hargreaves fronça les sourcils. « On avait du citron au début, c'est sûr. Mais quand la file d'attente est devenue interminable, j'ai dit à Ivy de ne pas s'agiter et de verser du lait. Les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent, et ils changent d'avis une fois arrivés à la urne. »« En effet, » dit Miss Marple, et dans cette seule syllabe résidait un tour de clé dans une très petite serrure. L'inspecteur Craddock arriva juste au moment où le soleil commençait à faiblir, la chaleur s'estompant, et les premiers moucherons commençaient leur exercice du soir au-dessus de l'étang. C'était un homme soigné, aux manières à la fois courtoises et précises, et il salua Miss Marple d'un signe de tête qui suggérait une vieille connaissance. « Ah, Miss Marple, » dit-il, « j'aurais pu deviner que si une énigme de premier ordre se présentait par un bel après-midi, vous seriez assise au coin, avec la meilleure vue. » « On me donne très souvent la meilleure vue, » a déclaré Miss Marple, « parce que j'ai l'air de ne pas l'utiliser. » Les lèvres de l'inspecteur se contractèrent. « Tout à fait. » Il parcourut d'un œil exercé la tente, la chaise, le plateau. Il parla à Pritchard, puis au docteur Lestrange, et enfin à Lydia, qui l'écouta avec un respect que Miss Marple approuva. Lorsqu'il eut terminé, il s'approcha du châtaignier. « Vos impressions, Miss Marple »
On n'aime pas être trop tôt optimiste, dit Miss Marple en serrant son sac à main. Mais les impressions sont comme les graines de pissenlit. Elles volent, qu'on les approuve ou non. J'aimerais savoir pourquoi la chaise a basculé alors que l'air était si calme. J'aimerais savoir pourquoi le colonel semble avoir bu dans une tasse qui n'était pas la sienne. J'aimerais savoir qui a déplacé le petit coin en bois. « Le coin ?» répéta l'inspecteur Craddock. Le regard de Miss Marple se posa sur le sol près de la tente. L'herbe s'y détachait presque imperceptiblement. « Il est courant, je crois, lorsqu'une chaise bascule trop librement, de la freiner avec une petite cale sous le patin. Je crois qu'il y avait une telle cale, et je crois qu'elle a été retirée. Je me demandais si M. Finch pouvait nous dire à qui était due cette main si obligeante. » Craddock suivit son regard. Un petit triangle de bois, pas plus grand qu'un ongle de pouce, gisait près du haubin, enfoncé dans le gazon comme d'un coup de talon distrait. Il se baissa, le souleva avec un mouchoir, et siffla silencieusement. « Pritchard !» dit-il sans élever la voix, et l'agent apparut comme le font les chiens lorsqu'on les appelle par une cordelette intérieure. « En sachez ça. » L'inspecteur se redressa. Il n'y a aucune trace de lutte. Le docteur Lestrange est prudent, c'est son devoir, mais il dit que la mort du colonel a été très rapide, presque comme si... Il croisa le regard de Miss Marple et ne termina pas sa phrase. « Vive et amère sont de bons amis, » dit Miss Marple, toujours douce. « Il y a beaucoup de choses amères dans un jardin anglais. La digitale et l'aconite sont très respectables dans les bordures. Et puis il y a les petites bouteilles dans les placards. Il ne faut pas oublier les placards. »« Tout à fait, » répéta Craddock d'un ton sec. « Et le thé ?»« J'aimerais bien en savoir plus sur les feuilles de thé, » dit Miss Marple. « Et si quelqu'un mettait au fond d'une tasse un petit quelque chose qu'un amateur de citron ne pourrait pas masquer avec du lait ?» L'inspecteur plissa les yeux. « Vous pensez que le colonel n'a pas reçu la bonne tasse ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « qu'au village, celui qui aime le citron est aussi connu que celui qui danse de trop près au souper des moissons. Lui donner du lait par accident serait comme s'adresser à Madame Lasset en disant « Votre révérence ». On fait ce genre d'erreur, bien sûr, mais c'est rare. Un murmure s'éleva près de la tente. Monsieur Finch protestant doucement, Madame Bream pleurant sur son épaule, Madame Hargreaves ferme et inexorable comme un métronome. Craddock leva les yeux et soupira. « Nous aurons besoin des déclarations de tous ceux qui étaient autour du thé, et de Monsieur Finch, et de Monsieur Harold Finch, le trésorier. » Sa bouche se rapprocha. « Un village qui a deux Finch aura deux histoires. » Miss Marple ne sourit pas. « Les histoires sont comme les chats, inspecteur. Ils vont où bon leur semble, mais les empreintes de pas vous indiquent où ils sont allés. » Son regard se porta de nouveau sur le plateau. « Il y a une autre petite chose, le livre du colonel. »« Livre ?» Il lisait en s'asseyant, mais le livre a glissé, là, sur le paillasson, dit Miss Marple. « J'ai d'abord cru que c'était un guide de jardinage. Ce n'est pas le cas. C'est un volume de Marc Aurèle, Les Méditations, avec un ticket de la bibliothèque Sainte-Marie-Mead au dos. On ne choisit pas Marc Aurèle un jour de fête sans raison. Soit il voulait paraître philosophe auprès du libraire, ce qui est peu probable, soit il avait l'habitude de lire ce qui apaise l'esprit. Cela peut avoir de l'importance, ou pas. Mais je remarque toujours les livres que les gens portent, inspecteur. Ils en disent long sur la compagnie qu'on fréquente lorsqu'on est seul. » Craddock la regarda avec une sorte d'affection. « Si je ne l'écris pas mot pour mot, Miss Marple, ce ne sera pas parce que cela ne vaut pas la peine d'être noté. » Les ombres s'allongeaient. Les tentes descendirent avec une efficacité discrète. La confiture fut emportée. Les prix furent réclamés sans joie. Le corps du colonel Redmayne fut emporté, tel un colis solennel, dans la voiture du docteur Lestrange. Les gens rentrèrent chez eux par des chemins familiers, qui leur parurent soudains, un peu étranges. Avant de partir, Miss Marple passa, comme par hasard, devant l'endroit où se trouvait le coin. Elle se pencha, non pour toucher, mais pour regarder, et vit, pris dans l'herbe, un court fil doré. Elle avait déjà vu de tels fils, dans les ourlets des gants portés par ces dames qui croyaient que le dimanche était plus beau avec une paire de gants de chevreau propres,
dans le gland de l'écharpe que Lydia Redmayne avait portée ce matin-là, et dans la bordure de l'élégante veste de Madame Harold Finch, arrivée en retard et pleine d'excuses, balançant un petit sac qui ressemblait à un cadeau et résonnait comme des pièces de monnaie. Elle ne reprit pas le fil. Il restait là où il était, sans faire d'histoire, sans rien dire à quiconque ne lui posait pas la bonne question. Les questions de Miss Marple n'étaient jamais fortes, et elles étaient toujours les bonnes. Elle rangea la vue du fil au même endroit où elle gardait le quartier, les tranches de citron disparues, et le balancement d'une chaise par un après-midi calme. « Viens, Jane » murmura-t-elle avec un humour discret qui ne la quittait jamais. Le monde n'est plus aussi sûr qu'avant pour les rocking-chairs. Alors qu'elle se dirigeait vers la ruelle de St. Mary Mead, la première cloche du soir sonna à l'église de Willowbrook, une note claire et familière qui annonçait au village, comme toujours, que le jour devenait le soir et que les honnêtes gens mettaient dès leur table et appelaient leurs enfants. Mais même la cloche sonnait, à certaines oreilles, comme si elle avait appris une nouvelle mélodie plutôt troublante. Derrière Miss Marple, dans la brise qui se dégageait, la tente à livres vide respira un instant et s'immobilisa. La chaise restait immobile, ses patins posés à plat sur l'herbe, comme si elle n'avait jamais bougé. Mais dans l'esprit de ceux qui l'avaient observée ce jour-là, elle continuait à osciller. Un léger mouvement obstiné qu'on ne pouvait expliquer par des histoires de courants d'air et de tentes. Et dans l'esprit de Miss Marple, calme, scrupuleux et très démodé, la liste commença à se former. Une chaise qui se balançait sans souffle, une tasse qui n'était pas celle du colonel, 2 pinsons, un plat de citron disparu, un thé amer, un coin de bois, un fil d'or. C'était, pensa-t-elle, une liste gérable. Un meurtre comme le ménage est toujours une question de détail. Chapitre 3. Le village rassemble ses théories. Le lendemain matin, Willowbrook s'était installé dans l'état étrange qui s'empare d'un village anglais lorsqu'une tragédie frappe. Les tâches quotidiennes, pâtisserie, courses, polissage du cuivre, continuaient, mais avec une certaine distraction. Les gens se penchaient dans les boutiques, s'arrêtaient plus longtemps aux portes des jardins et parlaient sur un ton mi-chuchoté, mi-triomphe. Car il y a une certaine satisfaction à être le premier à entendre ou à répandre une triste nouvelle. À l'épicerie de Madame Partridge, la cloche, au-dessus de la porte, sonnait avec une régularité implacable. Les clients qui venaient rarement 2 fois par jour trouvaient maintenant une raison de revenir, oubliant un sachet de thé, se rappelant qu'ils avaient besoin de féculents, ou encore craquant pour un pot de bonbons durs. Madame Partridge elle-même, une femme d'une patience de Job et d'une ouïe de chauve-souris, assimilait tout cela avec une expression qui laissait entendre qu'elle ne pouvait absolument pas répéter ce qu'elle avait entendu, même si elle en était tout à fait capable. C'était la chaleur. Vous pouvez en être sûr, déclara Madame Hartnell en ajustant le bord de son chapeau avec l'air de poser un point incontestable. Le colonel Redmayne n'était pas jeune. L'excitation, le soleil, eh bien le Seigneur nous appelle tous en son temps. Madame Price, debout juste derrière elle avec un panier d'œufs, secoua la tête. À mon avis, il n'y avait rien de naturel là-dedans. N'avez-vous pas entendu comme la chaise basculait toute seule? La fille de ma cousine était là et a dit que c'était étrange. Les chaises ne bougent pas toutes seules, Madame Hartnell. Ce sont des tentes, dit le vieux monsieur Tompkins, assis devant le magasin depuis 8h30, comme si sa seule présence lui donnait une certaine autorité. Des courants d'air et tout ça. On en voit dans n'importe quel campement. Rien à voir avec les fantômes. Il toussa dans sa main. C'est du poison, c'est ce qu'on dit. Une ondulation parcourut le petit groupe à ce mot, comme un frisson dans la colonne vertébrale. Du poison, s'écria Madame Hartnell, mi-ravie, mi-horrifiée. Eh bien, jamais. Et qui? Elle s'interrompit et regarda rapidement autour d'elle, car on n'accuse pas ses voisins ouvertement en plein jour, même à voix basse. Il pourrait bien l'être, murmura M. Tompkins. Le colonel ne manquait pas d'ennemis. Soldat jusqu'au bout des ongles, il avait la langue bien pendue, et les langues bien pendues laissent des blessures profondes. À cet instant,
Miss Marple entra dans la boutique, sa silhouette soignée, silencieuse mais immédiatement remarquée. Les conversations s'interrompirent comme un rideau tombé. On la salua poliment, mais d'un ton soigneusement adouci, car Miss Marple, malgré sa douceur indéfectible, avait une façon déconcertante de donner l'impression aux gens qu'elle avait entendu non seulement leurs paroles, mais aussi leurs pensées. « Bonjour, Madame Partridge, » dit joyeusement Miss Marple. « Un paquet de flocons d'avoine, s'il vous plaît, et je me demande si vous avez toujours cette boîte de biscuits au gingembre sur l'étagère du haut. » Tandis que Madame Partridge allait chercher la commande, Mademoiselle Marple tourna son regard doux vers les autres. « Quelle triste nouvelle hier! Pauvre colonel Redmayne, je suis sûr que le médecin aura ses conclusions bien assez tôt. »« Oui, tout à fait, Miss. »« Marple, » dit précipitamment Madame Hartnell. « C'était si soudain, n'est-ce pas? Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. » Miss Marple inclina la tête. « C'est vrai, mais je pense toujours. » Et ici sa voix prit ce ton pensif qui faisait se pencher les auditeurs sans s'en rendre compte. Que la soudaineté cache souvent une préparation. Je me souviens d'une voisine qui avait perdu son canari de la façon la plus mystérieuse. On pensait que l'oiseau était mort de choc. Mais plus tard, nous avons découvert que le chat fouillait les barreaux depuis des jours et que la pauvre créature était devenue trop faible pour résister. La mort, voyez-vous, marque parfois la fin d'une longue histoire, même si elle paraît soudaine à d'autres. Le silence qui suivit fut rompu par Madame Price, qui serrait son panier plus fort. « Vous voulez dire que le colonel Redmayne aurait pu être aidé ?» Miss Marple sourit doucement. « Je veux simplement dire qu'il ne faut pas présumer trop vite. Les apparences, d'après mon expérience, ne sont pas toujours fiables. » Elle paya ses achats, remercia Madame Partridge et partit, marchant du pas tranquille de quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Pourtant, ceux qui l'observaient savaient que les courses de Miss Marple menaient souvent à des destinations bien différentes de ce qu'elles semblaient être. À Fern Lodge, pendant ce temps, le deuil prenait une forme plus discrète, plus intime. Lydia Redmayne était assise au bureau de son oncle, les mains jointes, tandis que l'inspecteur Craddock lui parlait avec sa courtoisie et sa précision. « Vous viviez ici avec votre oncle, mademoiselle Redmayne ?»« Oui, » répondit Lydia d'un ton ferme. « Depuis la mort de mon père, mon oncle a eu la gentillesse de m'accueillir. Il pouvait être sévère, certes, mais je savais qu'il était bien intentionné. A-t-il eu des disputes ces derniers temps? Des désaccords financiers, peut-être ?» Elle hésita. Oncle Arthur était très intègre. Il ne tolérait pas la malhonnêteté, même en apparence. Le fonds commémoratif, par exemple. Il accusait M. Harold Finch de négligence dans la gestion des comptes. Cela causait des désagréments. Craddock prit note. Et au village? Oncle était respecté, dit Lydia fermement. Puis, avec un soupir, mais pas apprécié de tous. Il ne se souciait pas d'être apprécié. Ses yeux se dirigèrent vers le jardin au-delà de la fenêtre, où la chaise vide près du parterre de roses semblait soudainement trop visible. Lorsque l'inspecteur eut terminé, il sortit dans la ruelle et trouva Miss Marple qui l'attendait près du portail, son parasol soigneusement plié. « Bonjour, inspecteur. J'espère que vous avez bien dormi. Je dis toujours qu'une tête d'oreiller propre fait des merveilles. » Craddock sourit faiblement. « J'ai bien peur qu'une taille d'oreiller propre n'ait pas suffi à apaiser mes questions, Miss Marple. Mais je vois que vous avez fait comme d'habitude. Écoutez. » « J'écoute, » admit Miss Marple, « parce que bien souvent les autres ne le font pas. Il y a une différence, voyez-vous, entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent. » Elle jeta un coup d'œil à Fern Lodge, son regard s'attardant sur la fenêtre du deuxième étage où les rideaux de dentelle frémissaient faiblement. « Et j'ai pensé à ce fauteuil à bascule, inspecteur. Un fauteuil qui se balance sans vent. C'est comme une histoire qui se répète alors qu'elle ne devrait pas. Quelqu'un, je crois, a voulu attirer notre regard là-dessus. » Le regard de Craddock s'aiguisa. « Tu crois que le balancement était artificiel? »« Oh oui, » dit doucement Miss Marple, « car en matière de meurtre comme en broderie, le moindre point peut modifier tout le motif. » Chapitre 4. Le mauvais suspect.
L'inspecteur Craddock n'était pas homme à tirer des conclusions hâtives, mais la mécanique judiciaire a son propre élan. Dès l'après-midi du deuxième jour, les murmures à Willowbrook s'étaient mués en conviction, et la conviction a le don de tirer les policiers, qu'ils l'approuvent ou non. Les murmures pointaient tous dans la même direction. Monsieur Lionel Finch, le libraire. Il était présent auprès du colonel au moment de sa mort. Il avait fourni la chaise sur laquelle le décès s'était produit. Et plus grave encore, c'est lui qui avait porté la tasse de thé fatale du plateau d'Ivy Cull à la main du colonel. À l'heure du thé, l'histoire était devenue réalité dans l'esprit de la moitié du village. On dit que M. Finch a toujours eu un caractère colérique, déclara Mme Hartnell à quiconque voulait l'entendre à la porte du presbytère, et une vie solitaire rend un homme étrange. Trop de livres, pas assez de compagnie, c'est ce que dit toujours ma cousine. Il a prêté la chaise lui-même, ajouta Mme Price d'un ton sombre, comme s'il avait voulu la placer là précisément pour cette raison. Tout à fait, acquiesça Mme Brim, la gouvernante du colonel, qui avait adopté un air d'autorité tragique. Le colonel disait souvent que M. Finch était rusé, et la ruse, vous pouvez en être sûr, n'est qu'à un pas de la méchanceté. Le soir, l'agent Pritchard avait conduit M. Finch dans la petite salle du commissariat de Willowbrook, où l'inspecteur Craddock l'interrogea avec patience mais fermeté. Finch, pâle et maigre, se tenait très droit, les mains jointes comme pour garder son sang-froid. « Oui, j'ai donné la tasse au colonel, » admit-il volontiers. La jeune fille tâtonnait avec son plateau, et le colonel semblait avoir besoin d'un verre. Je n'ai vu aucun mal à épargner cette peine à la servante. C'est tout. Et pourtant, c'était dans cette coupe qu'il buvait, a déclaré Craddock. S'il a bel et bien bu, rétorqua vivement Finch. Je ne peux pas le jurer. Je ne l'ai pas vu. Il l'a posé, je crois. Vous n'avez eu aucun différend avec le colonel Redmayne ? Les lèvres de Finch se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Un homme comme le colonel Redmayne se disputait avec beaucoup de monde. Mais je ne suis pas facilement sujet à la colère. Ma boutique m'occupe, et mes opinions sont les miennes. Nous étions en désaccord sur le choix des livres pour la bibliothèque de l'Église. Il n'aimait pas les auteurs modernes. Mais ce n'était pas vraiment un sujet de discorde. Malgré son sang-froid, les soupçons se resserraient. Un étranger dans un village très uni est facilement repérable, et M. Finch, avec sa silhouette grande et mince et ses regards en coin, convenait mal au rôle. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock confia ses doutes à Miss Marple, qu'il croisa devant le bureau de poste. Elle postait une petite lettre, écrite de sa main soignée, et le salua comme si la vue d'un inspecteur de police dans la rue était aussi banale qu'une charrette à lait. « Ils sont très désireux de soupçonner M. Finch, » dit Craddock à voix basse. « Trop désireux, peut-être. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Mais les apparences... » « Les apparences, » dit Miss Marple d'un ton doux, « sont comme le lierre. Elles poussent vite et recouvrent ce qui se trouve en dessous. Monsieur Finch est peut-être maladroit, inspecteur, mais la maladresse n'est pas la méchanceté. J'ai souvent constaté que les hommes les plus respectables en apparence sont capables de choses terribles, tandis que les individus étranges et solitaires sont simplement solitaires. Tu penses qu'il est innocent ? Je pense, répondit Miss Marple, qu'il est innocent de meurtre. Mais l'innocence, inspecteur, est une affaire complexe. On peut se rendre coupable de nombreuses petites tromperies sans être coupable de crime. Ce qu'il faut se demander, c'est non seulement qui a offert son thé au colonel, mais pourquoi lui seul a reçu cette tasse. Craddock fronça les sourcils. « Vous insinuez que le thé lui-même a été préparé pour lui ? » « Oh oui, » dit Miss Marple, les yeux pétillants d'une lueur qui ressemblait fort à de la tristesse. Le colonel Redmayne n'était pas homme à être empoisonné par accident. Celui qui a fait ça le voulait. Et j'imagine... Elle marqua une pause, son ombrelle tapotant légèrement le sol, que le rocking-chair était destiné à nous distraire. On regarde toujours l'objet en mouvement, pas l'objet immobile. Mais c'est souvent dans le silence que réside la vérité. L'inspectrice suivit son regard tandis qu'elle tournait la tête vers la fenêtre de Fern Lodge, où les rideaux de dentelle frémissaient faiblement. Lydia Redmayne était assise là, pâle et silencieuse, regardant la ruelle.
Son expression était indéchiffrable, les mains toujours posées sur ses genoux. Craddock expira lentement. Alors, M. Finch n'est peut-être pas la bonne personne. Miss Marple hocha la tête d'un air décidé. C'est vrai. Et tant que nous ne saurons pas pourquoi, inspecteur, nous devons être très prudents, car le véritable coupable, quel qu'il soit, ne sera pas tranquille maintenant que les soupçons ont trouvé refuge ailleurs. Et quand les coupables se sentent en sécurité, eh bien, c'est là qu'ils deviennent imprudents. L'inspecteur la regarda attentivement. « Vous avez déjà quelqu'un en tête ?»« J'ai une liste, » dit simplement Miss Marple, et elle se raccourcit. Elle le quitta alors, s'avançant dans le crépuscule d'un pas calme et posé, comme si elle allait simplement mettre la bouilloire en marche. Pourtant, Craddock, la regardant partir, savait que la bouilloire de Miss Marple bouillonnerait à côté de pensées plus acerbes que n'importe quel rapport de police, et que quelque part dans ces pensées se cachait la première véritable trace d'un meurtrier. Chapitre 5. Secret entre voisins. Le 3e matin après la mort du colonel Redmayne, l'aube se leva d'une clarté trompeuse. Le village, baigné par la lumière matinale, semblait n'avoir jamais abrité le moindre soupçon de crime. Pourtant, sous cette surface calme, spéculation et soupçons continuaient de s'amplifier comme un torrent après la pluie, et dans un tel torrent, des secrets, longtemps enfouis et crus à l'abri, avaient le don de remonter à la surface. Miss Marple, en route pour rendre visite à Madame Hargreaves avec un pot de gelée de prunes, s'arrêta près du mur du presbytère où 2 voix résonnèrent clairement dans le silence. « Je t'avais dit de ne pas en parler, » dit Madame Lestrange d'un ton sec. « Et je vous l'avais dit, » répondit une autre personne, essoufflée et blessée. C'était Madame Bream, la gouvernante du colonel. « Que je ne peux pas garder de telles choses pour moi. Cela me pèse. Il a promis de modifier son testament. Et maintenant, ce ne sera jamais fait. » Il y eut un bruissement de jupe, un silence sec, puis le silence. Miss Marple s'éloigna comme si elle n'avait rien entendu, le visage doux, les mains fermement posées sur son petit panier en osier. Mais son esprit notait déjà ce détail. Le testament du colonel Redmayne et ses promesses non tenues. Plus tard, ce même matin, à la poste, on parlait d'argent. Monsieur Harold Finch, le trésorier du fonds commémoratif, sans lien de parenté avec le libraire Lionel Finch, se tenait le visage rouge de honte devant Madame Price. « Je ne veux pas qu'on dise que j'ai empoché ne serait-ce qu'un sou, » aboya-t-il en frappant le comptoir du poing. « Le colonel m'a calomnié, et il n'est pas là pour en répondre, Dieu lui garde. Mais je ne veux pas être diffamé dans ce village. Les comptes sont bons, je vous le dis. » Madame Price pinça les lèvres, signe qu'elle s'amusait toujours. « C'est possible, monsieur Finch, mais on dit que le colonel avait le sens des chiffres. Et s'il disait que quelque chose clochait? »« Malveillance, » bredouilla Finch. « Il m'en voulait parce que j'avais soutenu le tailleur de pierre le moins cher. Économie, ce n'est pas vol. » Miss Marple, qui attendait son tour avec une lettre pour sa nièce, entendit chaque mot et nota, comme elle le faisait souvent, ce qui n'était pas dit. Non seulement un déni, mais l'insistance nerveuse d'un homme qui sentait les murs se refermer sur lui. En milieu d'après-midi, les rumeurs s'étaient multipliées. À la table de Madame Hartnell, 2 dames sirotaient un thé léger en porcelaine, baissant la voix avec délectation. On dit que Lydia Redmayne avait un prétendant à Londres, un jeune notaire, ou était-ce un agent de change, et le colonel Redmayne l'interdisait. Un véritable tyran, à tout point de vue. Quel tyran! Et Lydia est en âge de rêver d'indépendance. De tels hommes ne se soucient pas souvent du bonheur d'une femme. Et s'il avait l'intention de la garder sous sa coupe pour toujours, eh bien, les jeunes femmes ont été poussées à des choses désespérées pour moins cher. Miss Marple, invitée poliment à prendre le thé mais plus occupée à écouter qu'à parler, acquiesça avec sympathie. Les jeunes femmes sont souvent mal comprises. Et pourtant, il existe toujours d'autres moyens de conquérir la liberté, n'est-ce pas?
Les dames, déconcertées, murmurèrent leur accord et se tournèrent vers des sujets plus sûrs, laissant Miss Marple siroter son thé pensivement. Le soir, l'inspecteur Craddock se retrouva à la porte du jardin du presbytère avec Miss Marple à ses côtés, l'air parfumé au chèvrefeuille. « Tu as entendu des choses, » dit-il d'un ton astucieux. « On ne peut s'empêcher d'entendre des choses, inspecteur, si l'on se contente d'écouter, » répondit Miss Marple. « La mort du colonel a dénoué bien des fils. On parle d'argent, de testament, d'amour contrarié, de rancunes et de jalousie. C'est un tissu des plus désordonnés, et dans ces enchevêtrements on trouve souvent le nœud que nous cherchons. » Craddock fronça les sourcils. Tant de motivations, mais une seule aurait pu verser du poison dans sa coupe. Les yeux de Miss Marple pétillaient, malgré sa voix grave. Et c'est là, inspecteur, que la nature humaine se révèle, car lorsqu'on agit avec précipitation ou par peur, on en révèle bien plus qu'on ne le souhaite. Ce n'est pas seulement la coupe qu'il faut étudier, mais la main qui l'a déposée. Elle s'arrêta, regardant de l'autre côté de la rue où les ombres s'épaississaient. Quelque part, faiblement, une porte se ferma trop vite, comme si quelqu'un voulait passer inaperçu. « Oui, » dit doucement Miss Marple, « je pense que le meurtrier s'inquiète, et lorsque l'inquiétude se mue en insouciance, c'est alors que la vérité éclatera au grand jour. » Chapitre 6. Un incident troublant. Le lendemain du jour où les rumeurs du village avaient atteint leur paroxysme, un étrange silence sembla s'installer. C'était le silence des gens qui attendaient l'intervention de la police, des nouvelles et, curieusement, la suite de l'histoire. Willowbrook n'était pas habitué aux affaires inachevées, et la mort du colonel Redmayne avait semé le trouble au cœur même de ces paisibles ruelles. C'était en début de soirée lorsque la seconde perturbation se fit entendre. L'air était frais après une longue journée d'été, et de nombreux foyers avaient leurs fenêtres ouvertes pour profiter de la brise. Miss Marple, assise dans son salon soigné de St. Mary Mead, tricotait un petit pull pratique pour l'enfant d'un missionnaire. Le cliquetis de ses aiguilles fut interrompu par un coup soudain à sa porte, pressé et insistant. C'était la jeune Ivy Kull, la servante qui avait servi le thé à la fête. Ses joues étaient rouges et ses yeux écarquillés. « Oh, Miss Marple, il faut que vous veniez. C'est Madame Hargreaves. Elle est mal accueillie à la salle paroissiale. On dit que c'est son cœur, mais... Oh, je n'aime pas ça, mademoiselle. Je n'aime pas ça du tout. » Miss Marple posa son tricot avec un calme presque choquant, vu l'agitation de la jeune fille. « Calme-toi, Ivy. Dis-moi exactement. » « Il terminait les recueils de cantiques, mademoiselle. Il les préparait pour dimanche. Madame Hargreaves prenait une tasse de thé et, tout à coup, elle haleta et se serra la gorge. Madame Price dit qu'elle a failli s'évanouir. Le révérend est allé chercher le docteur Lestrange. On dit qu'elle vivra, mais c'est comme... La voix d'Ivy se transforma en un sanglot. Comme le colonel Redmayne. Miss Marple alla chercher son châle. Il ne faut pas faire attendre le révérend. Dans la salle paroissiale, la confusion et l'excitation étaient omniprésentes. Madame Hargreaves s'était affalée sur une chaise en bois, sa poitrine généreuse se soulevant, le visage décoloré. Le docteur Lestrange, vif mais sans agressivité, l'examinait avec son stéthoscope. Autour d'elle se tenaient Madame Price, Madame Hartnell et quelques autres, partagés entre l'horreur et un frisson qu'elle ne parvenait pas à réprimer. « Elle fera l'affaire », annonça enfin le docteur Lestrange. « Ce n'était pas fatal, Dieu merci. Une sorte d'irritant peut-être, mais pas en quantité suffisante pour être mortelle. Elle doit se reposer, éviter tout effort et, surtout, ne plus boire de thé aujourd'hui. » À cette dernière déclaration, un frisson parcourut l'assemblée. L'écho était trop clair. Une fois de plus, un villageois avait été terrassé après avoir bu du thé. Madame Price fut la première à parler, la voix éraillée par la peur. « Vous voulez dire que quelqu'un essaie de nous empoisonner tous ?»« Pas nous tous, » dit doucement Miss Marple en s'avançant. Son regard se posa sur Madame Hargreaves, dont la main tremblait encore contre son mouchoir. « Un seul d'entre vous à la fois. » Craddock arriva dans la demi-heure, appelé de la gare par un messager raffolé. Il observa la scène d'un coup d'œil rapide, puis chercha Miss Marple à voix basse.
Ça complique les choses, n'est-ce pas? Si Finch était notre homme, comment expliquer cela? Nous ne l'expliquons pas, répondit doucement Miss Marple. Nous l'observons. Les meurtriers, inspecteurs, sont comme des jardiniers. Ils arrachent une mauvaise herbe, et quand une autre apparaît, ils la reprennent. Mais dans leur hâte, ils piétinent souvent le parterre de fleurs qu'ils étaient censés soigner. Vous voulez dire que c'était une tentative de faire taire Madame Hargreaves? Le regard de Miss Marple s'attarda sur la femme plus âgée, qui sirotait maintenant de l'eau, les lèvres tremblantes. Madame Hargreaves en sait plus qu'elle ne le pense, et je la soupçonne d'avoir vu quelque chose de si ordinaire qu'elle n'a pas encore jugé utile de le mentionner. C'est peut-être la connaissance la plus dangereuse qui soit. Cradock grimaça. Notre meurtrier est donc toujours en liberté, et assez audacieux pour réessayer. Les mains de Miss Marple se croisèrent soigneusement sur son châle. Audacieux, inspecteur, ou désespéré. Et le désespoir rend les gens insouciants. C'est dans leur insouciance, et non dans leur ruse, que nous trouverons la vérité. Cette nuit-là, tandis que Willowbrook s'installait avec inquiétude dans ses lits, l'ombre du rocking chair semblait s'allonger. On pouvait encore murmurer que la mort du colonel Redmayne était le fruit du hasard, celle d'un vieil homme emporté subitement. Mais 2 tasses de thé, 2 victimes, même les plus sceptiques ne pouvaient échapper à cette conclusion. Quelque part à Willowbrook, parmi les roses et les pas de porte bien balayés, un empoisonneur évoluait discrètement, prêt à frapper à nouveau. Et Miss Marple, seule dans sa chaumière, son tricot plié, ne pensait pas aux fantômes ni aux accidents, mais aux mains. La main qui avait versé, la main qui avait choisi, la main qui avait signifié une coupe pour la mort et une autre pour la vie. Elle esquissa un léger sourire, un sourire dénué de toute gaieté. Ce sont toujours les mains qui disent la vérité. Chapitre 7. Questions dans les coins tranquilles. Le lendemain de l'effondrement de Madame Hargreaves, Willowbrook était un village partagé entre la peur et l'indignation. La peur, car 2 incidents de thé empoisonné avaient suffi à rendre chaque bouilloire suspecte. L'indignation, car personne n'aimait penser qu'un empoisonneur puisse circuler aussi librement entre leurs portes. Certains parlaient de s'en tenir au café, même s'il était largement admis que le café, même à son meilleur, était un piètre substitut. L'inspecteur Cradock, après une nuit de sommeil maigre, reprit son enquête avec une vigueur renouvelée. Mais tandis qu'il poursuivait ses rondes méthodiques, déclarations, chronométrage, recoupement, Miss Marple se lançait dans sa propre enquête, qui ressemblait rarement à une enquête. Sa première visite eut lieu à Fern Lodge, où Lydia Redmayne la reçut avec une courtoisie posée. Les yeux sombres de la jeune femme, bien que voilés par le chagrin, exprimaient une vivacité qui parut inhabituelle à Miss Marple chez une personne en deuil. « Je vous ai apporté de la soupe, » dit Miss Marple en posant son petit panier sur la table du hall. « C'est très nourrissant, et je pense toujours que se nourrir aide à affronter les jours difficiles. »« C'est très gentil, » répondit Lydia en l'entraînant dans le salon. « Madame Brim m'a à peine quitté, mais je crains qu'elle ne soit aussi nerveuse que je le suis de chagrin. » Ils s'assirent, et Miss Marple, après la conversation polie habituelle entre visiteurs, laissa son regard se poser sur la cheminée. « Votre oncle était très respecté, » dit-elle doucement, même si j'ai cru comprendre qu'il exprimait parfois ses opinions avec vigueur. Lydia esquissa un léger sourire ironique. Il pouvait être très dur, mais il avait des principes solides, et je l'admirais pour cela, même quand j'en souffrais. « Les principes, » murmura Miss Marple, « peuvent être un fardeau très lourd pour ceux qui vivent près d'eux. Et parfois, quand on s'enfonce trop dans ses propres espoirs, on est tenté de se rebeller. » Les mains de Lydia se crispèrent sur ses genoux. « Si vous parlez des histoires qui circulent, » dit-elle d'une voix froide, « je vais vous le dire clairement. Oui, je souhaitais l'indépendance. Je souhaitais me marier. Mon oncle s'y opposait. Mais ce n'est pas une raison pour... » Elle s'interrompit, son sang-froid se brisant un instant. « Me croyez-vous capable de l'empoisonner, Miss Marple ?» Le visage de Miss Marple était doux,
presque celui d'une grand-mère. Je ne fais jamais de suppositions, ma chère. J'écoute et j'observe, et parfois je découvre que ce que les gens nient avec tant de ferveur est précisément ce qu'ils craignent que les autres croient. Lydia ne dit rien, mais ses yeux s'assombrirent, et Miss Marple rangea sa réaction comme elle pourrait ranger un brin de lavande dans un tiroir, pour y réfléchir plus tard. Son arrêt suivant fut le pub Hare and Lantern, où Lionel Finch, le libraire, prenait son déjeuner solitaire. Sa longue silhouette était penchée maladroitement sur la petite table, et son expression suggérait qu'il n'était pas habitué à être observé. L'apparition de Miss Marple provoqua une pointe de surprise, mais il se leva et lui offrit sa chaise avec une politesse désuète. « Je ne suis pas venu vous déranger, monsieur Finch, » dit Miss Marple en s'asseyant à la table voisine. « Je veux juste savoir comment vous allez. Ça doit être très désagréable d'être traité de suspect. » Finch eut un rire sans humour. « Désagréable? C'est ruineux. J'ai déjà perdu des clients. Madame Jeffers m'a dit en face qu'elle n'achèterait plus de romans à un homme qui pourrait mettre de la strychnine dans la tasse de thé de son voisin. Et pourtant, vous êtes toujours là, observa Miss Marple avec douceur. Cela suggère un certain courage, ou un manque d'endroit où aller. Il la regarda attentivement. Vous me croyez innocent, Miss Marple? Je crois, dit-elle, que les hommes seuls sont trop souvent accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis, simplement parce qu'ils sont seuls. Mais je crois aussi que tout le monde, même les innocents, a des secrets. Les vôtres, j'ose le dire, se trouvent parmi vos livres. Une lueur traversa son visage, de la culpabilité, ou peut-être seulement de l'inconfort. Les livres sont des compagnons plus sûrs que les gens, dit-il sèchement, avant de se pencher à nouveau vers son assiette. Miss Marple le laissa faire, satisfaite d'avoir touché une corde sensible. Sa dernière visite de la journée fut au presbytère. Le révérend Lascelles l'accueillit avec une chaleur chaleureuse, même si sa femme s'agitait anxieusement derrière lui, convaincue que des criminels pouvaient encore rôder dans leurs bancs. Miss Marple prit du thé avec eux, bien qu'elle en buvât avec parcimonie, et lorsque madame Lascelles fut appelée par la servante, elle parla doucement au vicaire. « On vous confie beaucoup, révérend, et même si vous ne pouvez pas le trahir, peut-être pouvez-vous me dire ceci. Le colonel Redmayne avait-il des ennemis plus dangereux que des voisins querelleurs ?» Le révérend se dandina, mal à l'aise. Ce n'était pas homme à arranger les choses. Il dénonçait la malhonnêteté partout où il la voyait, parfois là où d'autres préféraient le silence. Oui, il y avait du ressentiment. Harold Finch, certainement, et d'autres, peut-être, qui se sentaient menacés. Mais des ennemis? Des meurtriers? Dieu nous vienne en aide, Miss Marple. Je n'aimerais pas le croire. Miss Marple le regarda avec une profonde bonté. Et pourtant, révérend, c'est souvent parmi ceux qui proclament haut et fort leurs principes que l'on trouve les péchés les plus graves. Il ne faut pas ignorer les faiblesses de la nature humaine. Ce soir-là, revenant dans le chemin, son sac à tricot sous le bras, Miss Marple passa en revue ce qu'elle avait appris. La défiance contenue de Lydia, la culpabilité évasive de Lionel Finch, l'orgueil blessé d'Harold Finch, le savoir à demi conscient de Madame Hargreaves. Chaque détail était un fil conducteur, et dans son esprit, elle les voyait se tordre, se croiser, former l'ébauche d'un motif. « La nature humaine, » murmura-t-elle, « est sensiblement la même à Willowbrook qu'à St. Mary Mead. Et le meurtre, comme la broderie, se fait point par point. » Chapitre 8. Le filet se resserre. Le dimanche suivant apporta le genre de soleil qui semble destiné à consoler les fatigués. Willowbrook, cependant, n'était pas d'humeur à se consoler. Les cloches de l'église sonnaient comme toujours, mais leur son avait un poids différent, une insistance sur le fait que la vie devait continuer malgré l'ombre qui planait sur le village. L'assemblée se rassembla, silencieuse et agitée. Chaque banc semblait empli de soupçons murmurés. Madame Hartnell tendit le cou pour voir qui entrerait le dernier. Madame Price jeta un regard attentif à Lydia Redmayne, et plusieurs regards se portèrent sur Lionel Finch, qui se tenait raide et solitaire au fond,
son livre de prière fermé. Miss Marple était assise tranquillement à sa place habituelle, petite silhouette au regard calme qui ne laissait rien passer. Elle remarqua qui regardait qui évitait le regard de qui, et comment. Lorsque les recueils de cantiques passaient d'une rangée à l'autre, Harold Finch acceptait le sien d'une main tremblante, au-delà de ce que son âge pouvait expliquer. À la fin de la cérémonie, les villageois se déversèrent dans le cimetière comme l'eau s'échappant d'un barrage, avide d'air et de commérage. L'inspecteur Craddock, qui était venu discrètement, en profita pour prendre Miss Marple à part. « Nous avons reçu des nouvelles du laboratoire, » dit-il à voix basse. La tasse de thé du colonel contenait des traces de digital. De la digitale, si vous préférez le nom du jardin. Et Madame Hargreaves, son thé contenait aussi un léger résidu, mais pas assez pour tuer. C'est certain maintenant. Du poison. Miss Marple hocha gravement la tête. De la digitale. Oui, c'est très anglais. Je dis toujours qu'une bordure de digital peut être aussi dangereuse qu'un tiroir rempli de pistolets, si on sait s'en servir. Craddock serra les dents. Mais qui l'a mis dans les tasses? C'est la question. Le regard de Miss Marple parcourut l'assemblée. Et il faut moins penser à la tasse qu'à la main qui l'a choisie. L'aversion du colonel pour les soucoupes ébréchées, son insistance sur le citron, ses habitudes étaient là bien connues. Quelqu'un comptait sur eux. Et Madame Hargreaves, elle a vu quelque chose, même si elle ne s'en rend pas encore compte. Craddock fronça les sourcils. Vu quoi? Miss Marple sourit faiblement. C'est ce que nous devons l'aider à se rappeler. Parfois, un souvenir ne surgit pas sous la pression, mais il s'exprime librement si on lui ouvre la voie. Cet après-midi-là, Miss Marple mit son petit plan à exécution. Elle invita Madame Hargreaves, Lydia Redmayne, Harold Finch, Lionel Finch et quelques autres à prendre le thé dans le jardin du presbytère, sous prétexte de discuter des arrangements pour la fête reportée. Le révérend, déconcerté mais obligeant, accepta sans hésiter. Sa femme s'inquiéta pour les cuillères en argent, persuadée qu'elles seraient volées ou empoisonnées. L'assemblée respirait une politesse forcée. Les tasses cliquetaient faiblement contre les soucoupes. Les cuillères tintaient trop fort, et chaque regard semblait chargé de suspicion. Miss Marple, présidant doucement au centre, versait le thé avec la sérénité de quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de poison de sa vie. « Je pense vraiment, dit-elle de son ton le plus doux, que la difficulté avec le thé réside dans les goûts très particuliers de chacun. Certains préfèrent le lait en premier, d'autres en dernier, certains sucrés, d'autres citronnés. Il faut être très attentif, sinon on risque de se tromper de tasse. » Il y eut un bref silence. Madame Hargreaves, s'essuyant les lèvres avec un mouchoir, leva soudain les yeux. « C'est ça, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est ce que j'ai vu. » À la fête, Ivy avait son plateau et M. Harold Finch s'est approché. Il a dit quelque chose pour lui épargner la peine et il a pris une tasse. Mais quand il l'a reposée, il l'a remise à sa place. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment, mais je n'ai rien dit. Et puis le colonel Redmayne. Elle s'interrompit, le visage décoloré. Tous les regards se tournèrent vers Harold Finch. Son teint rougeau avait pris d'une teinte marbrée, et sa main tremblait si violemment que sa cuillère heurta la soucoupe. « Quelle absurdité !» s'exclama-t-il. « Je n'ai rien fait de tel. Un simple tour de mémoire. La fille était perdue, Madame Hargreaves était distraite. Je n'ai jamais touché. » Mais sa voix tremblait, et les yeux fixés sur lui ne faisaient qu'aiguiser leur suspicion. Le regard de Miss Marple était doux, presque plein de pitié. La mémoire, Monsieur Finch, peut être incertaine, certes, mais les habitudes, elles, non. Et j'ose dire que l'habitude du colonel de préférer le citron au lait était indiscutable à Willowbrook. Harold Finch ouvrit la bouche, la referma et regarda Lydia, restée immobile, avec un air désespéré. Une étrange tension envahit le jardin, le sentiment que la vérité était hors de portée, tel un oiseau prêt à s'envoler. Miss Marple joignit calmement les mains sur ses genoux. « C'est toujours intéressant, » dit-elle doucement, « de voir qui se souvient de quoi et comment. Et parfois, quand on essaie d'oublier une petite action, on en révèle plus qu'on ne le pense. »
La réunion se dispersa peu après, laissant l'inspecteur Craddock avec plus de questions que de réponses, et Miss Marple avec le sentiment que l'étau se resserrait. Quelqu'un, quelque part parmi eux, avait joué à un jeu très dangereux avec une tasse de thé, et bientôt, pensait-elle, le masque tomberait. Chapitre 9. Une autre ombre tombe. Le malaise qui couvait à Willowbrook depuis des jours se transforma en une nouvelle inquiétude avant la fin de la semaine. Cela se produisit un mardi soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que les premières lampes brillaient aux fenêtres des chaumières. Miss Marple venait de poser son tricot lorsque le tintement pressant de la cloche de l'église retentit dans le village. Non pas les coups mesurés de l'office du soir, mais un tintement rapide et irrégulier. C'était le genre de son qui appelait les voisins en hâte, et en quelques minutes, les gens se hâtaient vers le jardin, châles jetés sur les épaules, bottes à peine lacées. Au bord de l'étang, une petite foule s'était rassemblée, et les cris d'alarme redoublèrent tandis que l'inspecteur Craddock se frayait un chemin. Miss Marple, avançant avec sa calme détermination habituelle, la suivait de près. Là, sur l'herbe humide, gisait Lionel Finch, le libraire. Sa longue silhouette était maladroitement affalée, son chapeau roulé à quelques mètres. Un panier de livres d'occasion s'était répandu à côté de lui, les pages flottant dans la brise du soir. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleutées. « Il est sorti du magasin en titubant, » balbutia le jeune Peter Lassé, les yeux écarquillés. Il a dit qu'il se sentait bizarre, et puis il est tombé, tout simplement. Le docteur Lestrange était déjà agenouillé près du libraire, les mains agiles et efficaces. Après un moment de tension, il leva les yeux. Vivant. Pouls faible. Encore empoisonné, j'en suis sûr, mais pas assez pour l'achever. Il survivra si on le réchauffe. Un murmure parcourut la foule, peur, étonnement et un semblant de soulagement. Lionel Finch avait été la moitié du méchant désigné du village. Son effondrement soudain bouleversa tout. L'inspecteur Craddock se tourna brusquement vers Miss Marple, qui se tenait là, la pointe de son ombrelle légèrement enfoncée dans l'herbe. Si Finch était coupable, cela n'a aucun sens. Et s'il était innocent, alors le véritable coupable court toujours et a l'audace de frapper à nouveau. L'expression de Miss Marple était grave, mais ses yeux brillaient faiblement, comme si quelqu'un observait une énigme se mettre en place. Audacieux, oui, ou effrayé. L'attentat contre Madame Hargreaves a échoué. Les soupçons ont changé. Et maintenant M. Finch s'effondre dans l'allée. Il faut se demander, que cherche le meurtrier? Réduire au silence ou distraire? Distraire, répéta Craddock. Miss Marple inclina la tête. Quand on tire un rideau brusquement, inspecteur, tout le monde regarde le rideau. Mais c'est la fenêtre derrière qui compte. Elle baissa les yeux vers le libraire inconscient, le panier de livres éparpillés comme des feuilles mortes. Un mince volume était ouvert à ses pieds. Plante vénéneuse de la campagne anglaise, elle se pencha pour le ramasser, le faisant tourner délicatement dans ses mains. « Comme c'est curieux », murmura-t-elle. « Monsieur Finch a toujours préféré la poésie. » Ce soir-là, tandis que le village barrait ses portes et fermait ses fenêtres, Miss Marple était assise à son bureau, une bougie vacillante à côté d'elle. Elle écrivait de sa petite écriture précise, dressant une liste de noms. Lydia Redmayne, Harold Finch, Madame Bream, Madame Hargreaves, Lionel Finch. À côté de chacun, elle griffonnait de petites notes, non pas sur les moyens, car les moyens étaient simples dans un jardin rempli de digital, mais sur les motivations. L'argent, le ressentiment, la liberté, la peur. Et puis, au bas de la liste, elle a écrit un seul mot, distraction. Elle tapota doucement la page avec son stylo. Oui, se dit-elle doucement, la distraction est la clé. Quelqu'un s'efforce de nous faire regarder la mauvaise chaise. Elle rangea soigneusement ses notes dans son panier à ouvrage, posa la bougie et se prépara à aller se coucher. Pourtant, même en fermant les yeux, elle repensa à ce fauteuil à bascule, à ses patins soulevés du sol,
à son mouvement dans une tente immobile. Une ruse, peut-être, un stratagème délibéré. Et derrière tout cela, une main qui avait guidé les événements avec plus de ruse qu'on ne le pensait. La chaise avait basculé seule, certes, mais elle n'avait jamais été vraiment seule. Chapitre 10. Miss Marple tend le piège. L'inspecteur Craddock est hélas. Un village rempli de suspects, quelques tasses empoisonnées, et maintenant un libraire blême allongé dans son lit. Rien de tout cela ne collait. Il était assis dans le bureau du presbytère, Miss Marple en face de lui, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. « Je tourne en rond, » admit-il enfin. « Chaque piste se transforme en fumée. Si Finch est à la fois victime et suspect, alors on s'est trompé. »« Pas faux, inspecteur, » dit doucement Miss Marple sans lever les yeux de son travail. « Juste l'arbre sur lequel le meurtrier voulait que vous aboyiez. C'est comme ça. On lance un bâton, et le chien court après. » Craddock lui lança un regard noir. « Alors, tu as une idée de qui a lancé les bâtons ?»« J'ai une idée, » acquiesça sereinement Miss Marple. « Mais les idées ne sont pas des preuves. Il faut les convaincre, comme on persuade un chaton timide de sortir de sous une haie. Et pour cela, il faut préparer le terrain. » Elle posa son tricot et joignit les mains. Le meurtrier compte sur la confusion. Un rocking chair, des tasses mélangées, des gens agités dans une foule. Ce ne sont pas des accidents, inspecteur. Ce sont des arrangements. Et le meilleur moyen de démasquer l'organisateur est de l'inviter à arranger à nouveau. Le plan fut mis à exécution le lendemain, même si, pour la plupart des habitants de Willowbrook, il ne s'agissait que d'un simple rassemblement paroissial. Le révérend Lasset, d'un ton résolument doux, annonça une réunion à la salle paroissiale pour discuter du sort, des bénéfices de la fête. Bien que certains aient protesté, jugeant cette décision indécente sitôt après la tragédie, la plupart ne purent résister à l'envie d'y assister. Après tout, l'argent et les ragots sont des aimants puissants dans n'importe quel village. La salle était baignée par la lumière de l'après-midi. Des chaises étaient disposées en rangées, une longue table abritait les livres de comptes, et surtout, Madame Lasset avait préparé une grande théière, avec des tasses et des soucoupes soigneusement disposées. C'était exactement la scène de la fête, recréée en miniature. Miss Marple était assise discrètement au premier rang, l'air doux, les mains jointes sur son sac à main. Elle regardait les villageois arriver, Lydia Redmayne, pâle mais posée, Harold Finch, raide comme un ange, Madame Hargreaves, encore agitée mais déterminée à faire entendre sa voix, et Lionel Finch, porté par 2 bras vigoureux, affirmant être en assez bonne santé pour venir. On parlait de comptes, de couverture, de la question de savoir si les ventes de confitures avaient été comptabilisées équitablement. Pourtant, sous ces mots, une tension palpable. Chacun savait ce qu'il attendait vraiment. Enfin, Madame Lasset se leva pour servir le thé. Les tasses passèrent d'une rangée à l'autre, les pinces à sucre claquèrent, les cuillères tintèrent. Et comme Miss Marple l'avait prévu, tous les regards se tournèrent nerveusement vers les tasses, comme si chacune d'elles risquait de contenir une ombre. C'est alors que la douce voix de Miss Marple résonna clairement à travers le couloir. « C'est très gentil, Madame Lasset. Un peu de citron pour moi, si vous me le permettez. Je trouve toujours que le lait caille vite quand il fait chaud, pas vous ?» Une simple remarque, rien de plus. Pourtant, c'était suffisant. Une paire de mains, trop prompte à aider, trop pressée de passer une tasse, se trahit. La plus petite hésitation, le plus léger ajustement, exactement ce que Miss Marple attendait. Elle ne parla pas immédiatement. Elle se contenta d'observer, le regard calme, le sourire faible. Mais elle savait, avec la certitude que lui confèrent de longues années d'observation de la nature humaine, que le meurtrier s'était révélé. Plus tard, lorsque la salle fut vidée et que l'inspecteur Craddock s'assit avec elle près du feu du presbytère, il posa la question clairement. « Vous avez vu quelque chose, Miss Marple. Je l'ai vu à votre visage. Qu'est-ce que c'était ?» Miss Marple croisa les mains. « J'ai vu ce que j'espérais voir, inspecteur. »
L'instinct de culpabilité. Quand j'ai demandé du citron, quelqu'un n'a pas pu résister à l'envie d'intervenir, en mélangeant les tasses et en guidant le choix, comme auparavant. Une main coupable cherche toujours à contrôler la part de sa victime. Craddock se pencha en avant. Et à qui était cette main? Le sourire de Miss Marple était faible, mais son regard était clair. Ça, inspecteur, je vous le dirai en temps voulu. Il ne suffit pas de voir la main bouger. Il faut lui donner assez de latitude pour qu'elle puisse faire son propre nœud. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle sous le crépuscule, Miss Marple réfléchissait au fragile équilibre de la justice. Un piège, une fois tendu, doit être déclenché avec précaution. Trop tôt, et la vérité s'échappe. Trop tard, et un autre risque la mort. Elle repensa au fauteuil à bascule, à la façon dont il oscillait doucement dans l'air immobile. Un tour de passe-passe, certes, mais qui avait fonctionné, car tous les regards s'y étaient retournés. Pourtant, ce n'était jamais le fauteuil lui-même qui comptait. C'était la main qui l'avait fait basculer. Et cette main, elle le savait maintenant, appartenait à quelqu'un qui se croyait très intelligent. Mais l'intelligence, songea Miss Marple avec une certitude tranquille, n'était jamais suffisante contre la nature humaine. Chapitre 11. Un geste désespéré. L'air de Willowbrook semblait chargé d'une énergie nerveuse, comme si tout le village pressentait que quelque chose allait se produire. Les gens évitaient de s'attarder sur les seuils des maisons, mais leurs regards se portaient sur chaque passant. La bouilloire sifflait encore dans chaque cuisine, mais les tasses de thé restaient à moitié intactes. Même le chant des oiseaux semblait étrangement étouffé. Miss Marple, avec son calme habituel, continuait sa vie comme à son habitude. Elle rendait visite à une voisine, s'occupait de son jardin, écrivait des lettres à ses nièces éloignées. Mais sous son calme apparent, elle savait la vérité. Le meurtrier, sentant le filet se resserrer, allait bientôt récidiver. La culpabilité a tendance à pousser les gens à la témérité, surtout lorsqu'ils se croient acculés. C'est jeudi après-midi, au moment même où le facteur passait bruyamment à vélo, que la nouvelle perturbation se produisit. Harold Finch, le trésorier, fut découvert affalé sur le sol de son bureau de Marleycombe, un registre ouvert à côté de lui et une tasse de thé cassée à son coude. L'employé qui l'avait trouvé courut dans la ruelle en criant, et quelques minutes plus tard, l'inspecteur Craddock fut appelé. Lorsque Miss Marple arriva, escortée d'une madame Hargreaves troublée, le docteur Lestrange était déjà penché sur le corps de Finch, étendu sur le ventre. « Il vivra », annonça le médecin d'un ton sombre. « Une autre dose de digitaline, mais pas assez pour tuer. Celui qui l'administre devient trop hâtif, voire négligent. » Un silence s'abattit. 2 tentatives infructueuses, une réussie. C'était trop pour être un hasard. Craddock se tourna vers Miss Marple avec exaspération. « Ça n'a aucun sens. Si Finch était coupable, pourquoi l'empoisonnerait-on maintenant? Et s'il était innocent, pourquoi a-t-il joué avec les coupes à la fête? Je suis pris dans mes contradictions, Miss Marple. » Miss Marple baissa les yeux vers l'homme inconscient, l'air doux, presque triste. Les contradictions, inspecteur, sont souvent délibérées. Elles sont plantées comme des mauvaises herbes dans un jardin, destinées à étouffer la vérité. Le tout est de distinguer les mauvaises herbes semées par hasard des mauvaises herbes semées par la main d'un jardinier. Elle jeta un coup d'œil à la tasse de thé cassée sur le sol. C'est très curieux, vous ne trouvez pas, que chaque incident nous ramène au thé. On dirait que le meurtrier ne peut s'empêcher de répéter son schéma, espérant peut-être que la répétition embrouillera les choses plutôt que de les clarifier. Craddock fronça les sourcils, ou pour s'assurer que la faute retombe directement sur ceux qu'ils veulent. « Justement, » murmura Miss Marple, « et maintenant, inspecteur, je pense qu'il est temps d'en finir. Il vaut mieux tendre un piège, non pas quand la proie est calme, mais quand elle se débat désespérément. Notre meurtrier se débat en ce moment même. » Ce soir-là, tandis que le village s'installait avec inquiétude sous une lune pâle, Miss Marple était assise à son bureau et rédigeait 3 petits mots d'une écriture soignée. Chacun était une invitation, polie mais ferme,
à se réunir à nouveau dans la salle paroissiale. Quand elle eut terminé, elle joignit les mains et s'autorisa un rare soupir. « Tant de tasses, tant de mains, » dit-elle doucement, mais une seule main a déplacé la chaise, et une seule main a essayé trop fort de guider le thé. Elle souffla la bougie, laissant son chalet dans l'obscurité, à l'exception de la lueur constante dans ses yeux. La scène était prête. Le prochain rassemblement ne se terminerait pas en murmure, mais en révélation. Chapitre 12. La révélation finale. La salle paroissiale de Willowbrook n'avait jamais été aussi pleine, ni aussi silencieuse. Les chaises en bois, récupérées à la hâte dans la sacristie et la salle de classe, craquaient sous le poids de presque tous les villageois. Même ceux qui n'aimaient pas les rassemblements publics étaient venus, attirés par la curiosité et une peur qu'ils n'osaient pas avouer à voix haute. À la table d'honneur siégeait l'inspecteur Craddock, sévère et vigilant, et à ses côtés Miss Marple, les mains soigneusement jointes sur son sac à main. Le révérend Lasset rôdait avec anxiété, comme s'il craignait que le scandale ne s'abatte sur la salle. Miss Marple se leva, une petite silhouette élancée, sa voix douce mais portant avec une clarté parfaite. « Mes chers amis, nous avons vécu ces derniers jours dans la peur et la confusion. Le colonel Redmayne est mort lors de notre fête. Madame Hargreaves et Monsieur Finch ont tous deux été frappés par la suite, et la suspicion s'est répandue comme des feuilles mortes. Mais la vérité, comme je l'ai appris au cours de ma longue vie, est généralement simple, une fois qu'on a su où regarder. Les villageois se penchèrent en avant. Madame Hartnell serrait son sac à main. Lydia Redmayne resta assise, immobile, les yeux rivés au sol. Miss Marple a poursuivi. La clé réside dans deux petites choses, un fauteuil à bascule et un goût pour le citron. Un murmure s'éleva puis s'éteignit rapidement. Le colonel Redmayne était connu pour détester le lait dans son thé, dit Miss Marple. Il prenait toujours du citron. C'est ce qui, mes amis, a causé sa perte, car une seule tasse à la fête contenait du citron, et c'est dans cette tasse que le poison a été glissé. Celui qui l'a préparé comptait sur l'habitude particulière du colonel. Ce n'était pas le hasard, c'était la certitude. Son regard parcourut doucement l'assemblée. Et le rocking chair? C'était une distraction. On avait retiré la cale pour que le rocking chair oscille, attirant tous les regards sur l'étrange mouvement dans une tente immobile. Tandis que nous observions le balancement, nous ignorions la main qui changeait les tasses. Des halètements et des murmures parcoururent la salle. Harold Finch s'agita, mal à l'aise, sur son siège. « Oui, monsieur Finch, » dit doucement Miss Marple, « vous avez manipulé le plateau. Vous avez disposé les tasses dans un ordre différent, espérant que personne ne le remarquerait. Madame Hargreaves l'a remarqué, même si elle n'y a pas prêté attention sur le moment. Et ensuite, lorsque les soupçons vous ont menacé, vous avez fomenté votre propre attaque, pensant prouver votre innocence en vous faisant passer pour une victime. » Harold Finch se leva d'un bond, le visage rouge et tremblant. « Des mensonges! Que des mensonges! Je... » La voix de Miss Marple ne s'éleva pas, mais elle transperça sa protestation comme une aiguille dans un tissu. « Vous craignez d'être démasqué, monsieur Finch. Le colonel Redmayne avait découvert des irrégularités dans les comptes du fonds commémoratif. Il comptait confronter le comité. Vous ne pouviez pas le permettre. Vous avez donc soigneusement planifié. La chaise pour le distraire, la coupe empoisonnée pour le faire taire. Mais vous n'aviez pas prévu une chose. » Elle s'arrêta, laissant le silence s'étendre, jusqu'à ce que chaque villageois retienne son souffle. Vous n'aviez pas prévu la persistance de la culpabilité, car la culpabilité, monsieur Finch, fait agir les mains avant que l'esprit ne puisse l'en empêcher. Quand j'ai demandé du citron lors de notre réunion, vous avez agi trop vite, comme vous l'aviez déjà fait. Vous vous êtes trahi. Pendant un instant, la salle resta complètement silencieuse. Puis Harold Finch s'affaissa, comme si ses jambes avaient perdu toute force. Il n'émit plus aucune protestation. L'inspecteur Craddock se leva et fit signe à l'agent Pritchard. « Harold Finch, je vous demande de nous accompagner. » Alors que le gendarme s'avançait, Madame Hargreaves poussa un petit cri et Lydia Redmayne baissa la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues.
Miss Marple se laissa doucement retomber dans son fauteuil, le visage calme, les yeux doux. « Ce sont toujours les petites choses, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour la foule. Un morceau de bois, une soucoupe ébréchée, le goût du citron, et la façon dont une main coupable ne peut résister à l'envie de contrôler une tasse de thé. Les villageois murmurèrent, certains sous le choc, d'autres avec soulagement, d'autres encore avec une satisfaction sinistre. Et même si l'affaire n'était pas encore réglée, la justice suivrait son cours, comme il se doit. L'ombre qui planait sur Willowbrook commença à se dissiper, car Miss Marple, observant tranquillement depuis son siège, savait que la vie, comme son tricot, avait enfin repris son cours normal. Chapitre 13. Conséquences à Willowbrook. Les jours qui suivirent à l'arrestation d'Harold Finch passèrent dans un étrange mélange de soulagement et de mélancolie. Le danger immédiat était passé, mais savoir que l'un des leurs, un homme vu chaque dimanche à l'église et chargé des fonds de la paroisse, avait fomenté un acte aussi sombre, laissait le village inquiet. Au lièvre et à la lanterne, les conversations étaient étouffées, comme si rire pouvait être irrespectueux. Madame Price déclara qu'elle ne regarderait plus jamais une tasse de thé de la même manière, tandis que Madame Hartnell insistait sur le fait qu'elle avait toujours soupçonné quelque chose d'anormal dans les livres de contes de M. Finch. Le vieux M. Tompkins hocha gravement la tête et déclara que les digitales n'avaient rien à faire dans un jardin, ce qui fut interprété par certains comme une sagesse, par d'autres comme une simple grogne. Lydia Redmayne restait à Fern Lodge, pâle mais sereine. On la vit se promener dans le jardin une ou deux fois, ses cheveux noirs soulevés par le vent, et les voisins murmuraient qu'elle serait peut-être enfin libre de vivre sa vie. Madame Bream s'agitait plus que jamais, déterminée à prouver sa loyauté en protégeant Lydia d'une trop grande pitié. Lionel Finch, amaigri et épuisé par son malaise, retourna tranquillement à sa librairie. Il se tenait plus droit, comme si la levée des soupçons lui avait redonné une certaine dignité. Pourtant, certains évitèrent sa boutique pendant un temps. L'habitude, une fois brisée, ne se rattrape pas facilement. Madame Hargreaves se remit rapidement, racontant à tout le monde qu'elle avait toujours affirmé être de bonne constitution. Pourtant, elle-même admit dans un rare moment de solennité qu'elle récitait désormais ses prières du soir, avec plus de ferveur qu'auparavant. La vie reprit son rythme. La cloche de l'église sonna. Les enfants jouèrent au bord de l'étang et les ragots revinrent sur la fabrication de confitures et la météo. Pourtant, sous tout cela résonnait un vague malaise, la conscience que la méchanceté n'était pas venue d'un étranger, mais du cœur même de leur village. De retour à son cottage de St. Mary Mead, Miss Marple s'aventurait dans son jardin avec sa sérénité habituelle. Elle taillait des rosiers, attachait des roses trémières et s'asseyait tranquillement sur son petit banc, tricotant au soleil de l'après-midi. Des visiteurs arrivèrent. Madame Hargreaves avec des remerciements, Lydia avec une gratitude discrète, l'inspecteur Craddock avec un signe de tête respectueux, et tous la trouvèrent aussi douce et modeste que jamais. Un soir, alors que les hirondelles descendaient bas dans les champs, le révérend Lacey s'arrêta pour exprimer la reconnaissance du village. « Ma chère Miss Marple, dit-il avec sérieux, vous avez une fois de plus vu ce que d'autres n'avaient pas vu. Nous vous devons beaucoup. » Miss Marple esquissa un doux sourire d'oiseau. « Oh non, révérend, on ne doit rien à la nature humaine. Elle dit toujours la vérité si l'on a la patience d'écouter. Les gens se révèlent dans les plus petites choses. Une tasse de thé, un rocking chair, une main qui bouge trop vite, tout cela en dit plus long que des confessions. » Le révérend secoua la tête avec admiration. « Cela paraît si simple, à votre avis ? Les choses simples sont souvent les plus dangereuses. » dit doucement Miss Marple. « Nous sommes tous capables de bonté, révérend, mais nous sommes aussi capables de méchanceté, surtout lorsque l'orgueil, la peur ou l'argent obscurcissent notre vision. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les petits signes. Un fauteuil à bascule peut sembler n'être qu'une chaise, mais parfois c'est la clé de tout.
et Willowbrook retrouva ainsi sa quiétude. Pourtant, dans l'esprit de ceux qui avaient vécu l'affaire du rocking chair, persistait la certitude que sous toute surface calme se cachait la possibilité de courants cachés. Miss Marple, avec ses aiguilles à tricoter qui claquaient et ses yeux brillants d'une compréhension sereine, le savait mieux que quiconque, car elle avait trop souvent vu que le mal, tel la digitale dans un massif de jardin, pouvait fleurir à côté des rosiers, sans que personne ne le remarque avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle avait aussi vu que la vérité, aussi petite et fragile soit-elle, trouverait toujours un moyen de s'imposer. Et c'était suffisant. Chapitre 14. Épilogue à St. Mary Mead. Quelques semaines plus tard, l'été laissait place à l'automne. Les haies le long des chemins étaient couvertes de mûres, et les enfants rentraient chez eux, les doigts violacés et le visage coupable. Willowbrook, bien que murmurant encore faiblement la fête et le rocking chair, avait largement repris son rythme habituel. Dans son cottage de St. Mary Mead, Miss Marple était assise près de la fenêtre, tricotant, tandis qu'un léger parfum de lavande s'échappait du jardin. Le pull à moitié terminé pour l'enfant d'un missionnaire reposait sur ses genoux, formant des rangs bien nets sous ses mains. Les visiteurs s'étaient fait plus rares. La gratitude, comme le chagrin, s'estompe avec le temps. Mais Miss Marple ne s'en souciait pas. Elle préférait le calme. La réflexion, pensait-elle toujours, se faisait mieux sans interruption. Elle pensa au colonel Redmayne, sévère et inflexible, à Lydia, enfin libre, à Lionel Finch, solitaire mais libéré de la honte, et à Harold Finch, attendant désormais son procès pour son crime. Un trésorier paroissial, respectable en apparence, intérieurement faible. Ce n'était pas seulement la malveillance qui l'avait poussé, songea-t-elle, mais la peur d'être découvert. La peur, d'après sa longue expérience, avait causé presque autant de tragédies que la cupidité. Elle posa ses aiguilles et se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux doux de souvenir. « C'est curieux, murmura-t-elle, comme le mal se cache souvent derrière les choses les plus ordinaires. Un jardin de presbytère, un tricot, une tasse de thé. Les gens se ressemblent beaucoup, à Willowbrook, à St. Mary Mead ou ailleurs. Les péchés peuvent varier en ampleur, mais le schéma est toujours le même. » Son regard se porta sur les rosiers dehors, où les dernières fleurs de l'été inclinaient leur tête. « La nature humaine, dit-elle doucement, ne change jamais. Il faut donc toujours prêter attention aux petits détails. Un fauteuil à bascule qui bouge sans raison, une main qui s'attarde trop longtemps sur une tasse, un regard échangé quand personne ne regarde. Les petits détails racontent toute l'histoire. » L'horloge sur la cheminée sonna l'heure. Miss Marple se leva, rangea soigneusement son tricot dans son panier et alla tirer les rideaux. Le soir était tombé, frais et doux, annonçant des gelées imminentes. Elle alluma sa lampe et sourit faiblement. « Je suis sûre qu'il y aura d'autres crimes, d'autres énigmes. Mais pour l'instant, une bonne tasse de thé fera l'affaire. » Et sur ce, Miss Marple s'installa une fois de plus dans son fauteuil, celui-ci stable et entièrement le sien, satisfaite de la connaissance tranquille qu'elle avait, une fois de plus, rétabli l'ordre dans un monde si facilement déstabilisé. Chapitre 15. Le calme des choses rétabli. Septembre arriva, avec ses matins brumeux et ses soirées teintées de fumée de bois. Willowbrook, avec sa grande propreté, rangea le souvenir de la tragédie dans le même tiroir où il conservait les vieilles querelles et les scandales familiaux, jamais complètement oubliés, mais dont on parlait de moins en moins chaque jour qui passait. Les enfants jouaient de nouveau au bord de l'étang sans jeter un regard nerveux au bord de l'eau. Les femmes s'arrêtaient à la boutique pour échanger des recettes plutôt que des rumeurs. Les hommes discutaient de la météo et des récoltes d'une voix sereine. Et pourtant, de temps à autre, l'ombre revenait. Quelqu'un remarquait, tout en beurrant un scone ou en attachant des roses, « Vous souvenez-vous quand la chaise a basculé toute seule ?» Aussitôt, le silence s'installait dans la pièce, et les regards se détournaient jusqu'à ce que le sujet soit doucement changé.
Lydia Redmayne, après de nombreuses tentatives de persuasion, accepta l'invitation du révérend et de Madame Lasset à passer du temps au presbytère, jusqu'à ce que Fern Lodge soit remise en état. On la vit se promener dans le jardin, la tête haute, les tensions s'apaisant. On parla, avec un espoir prudent, de sa reprise d'études à Londres. Madame Hargreaves reprit ses fonctions paroissiales avec une vigueur renouvelée, même si elle insistait désormais pour servir elle-même son thé. Madame Price déclara que c'était du bon sens, tandis que Madame Hartnell trouvait cela déplacé, mais toutes deux avouèrent en privé qu'elles faisaient eux-mêmes à la maison. Lionel Finch rouvrit sa boutique, installant une nouvelle enseigne au-dessus de la porte. Les clients revinrent d'abord au compte-gouttes, puis plus régulièrement, car la lecture est essentielle pour certaines personnes, et avec le temps, la méfiance cède la place à l'habitude. Il accueillit chaque client avec une courtoisie solennelle, comme s'il était déterminé à oublier cette époque. À St. Mary Mead, Miss Marple poursuivait ses occupations sans changement. Soigner ses roses trémières, repriser la chaussette d'un voisin, écrire à ses nièces des bribes de nouvelles du village. Des visiteurs lui demandaient parfois si l'effervescence de Willowbrook lui manquait. Elle souriait de son petit sourire amusé et répondait « L'effervescence est très bonne à sa manière, mais j'ai toujours trouvé les roses bien plus fiables. » Pourtant, au fond d'elle-même, elle repensait souvent à cette affaire. Elle pensait à Harold Finch, respectable en apparence, anéanti par sa propre peur, et à la banalité de tout cela. Un meurtre, elle le savait, était rarement commis pour de grandes raisons. Il s'agissait généralement de motifs mesquins, l'argent, l'orgueil, la honte. Un après-midi, elle était assise près de sa fenêtre, regardant le village vert de St. Mary Mead, et se parlait doucement à elle-même. Les gens sont partout les mêmes. Il suffit d'observer. La plus petite chose, une tasse, une chaise, un geste, peut tout raconter. Et quand on voit clair, la vérité se révèle. L'horloge de la cheminée résonnait régulièrement. L'air était empli d'un léger parfum de lavande. Dehors, les enfants riaient, et les bruits ordinaires de la vie continuaient. Miss Marple reprenait son tricot, ses aiguilles cliquetant à leur rythme habituel. Le monde, tant perturbé, avait repris son cours normal, et elle, comme toujours, veillait silencieusement. Chapitre 16. Coda. La chaise à bascule immobile. Les dernières feuilles d'automne flottaient sur les ruelles de Willowbrook, dorées et rousses, portées par le léger souffle du vent. Les tentes de fête avaient été repliées depuis longtemps, les fonds pour le toit de l'église comptabilisés, et le scandale de la mort du colonel Redmayne, bien que jamais effacé, s'était atténué jusqu'à devenir un souvenir évoqué à voix basse, seulement lorsque les soirées se faisaient longues. À Fern Lodge, Lydia Redmayne ferma les volets pour la saison et se prépara à partir pour Londres, le visage illuminé d'un espoir discret. Lionel Finch rangea les étagères de sa librairie, une nouvelle discipline dans son pas. Madame Hargreaves présida de nouveau les thés paroissiaux, tout en insistant désormais pour que chaque invité se serve le sien. La vie têtue et pragmatique avait repris son cours. Seule la chaise subsistait. Le vieux fauteuil à bascule cabossé, avec son vernis usé et ses articulations grinçantes, avait été brièvement remisé sous la tente à livres, puis emporté et rangé. Personne ne voulait s'y asseoir, mais personne n'osait non plus le brûler. Il restait immobile, silencieux, comme honteux du rôle qu'il avait joué. À St. Mary Mead, Miss Marple était assise dans son fauteuil familier, les aiguilles scintillant à la lumière de la lampe. Un écheveau de laine pâle se déroulait sur ses genoux, stable et sûr. Dehors, la nuit était calme. Les étoiles brillaient au-dessus du village paisible. Elle s'arrêta de tricoter, regarda le feu et parla doucement, moitié pour elle-même, moitié pour les braises. Une chaise ne peut pas basculer d'elle-même. Il faut une main pour la faire bouger, et il en va de même pour la méchanceté. Il y a toujours une main, aussi cachée soit-elle, qui amorce le mouvement. Ses yeux pétillaient de tristesse, mais aussi de certitude. Pourtant, la nature humaine est toujours la même.
à Willowbrook, à St. Mary Mead, partout dans le monde. Et parce qu'elle était la même, on peut toujours trouver la vérité, à condition d'y regarder de plus près. Elle reprit son tricot, les aiguilles claquant comme une horloge. Le feu était doux, la lampe brillait fixement, et dans le calme de sa petite maison, le monde semblait à nouveau en ordre. Dehors, à Willowbrook, la chaise qui autrefois se balançait seule s'est enfin arrêtée.